Je propose d'organiser mes souvenirs, parce qu'il s'agit de souvenirs, autour de 3 espaces. L'espace familial, l'espace scolaire et l'espace du quartier. Il n'y a pas d'adjectif pour quartier, à ma connaissance. Alors, donc pour l'espace familial, c'est des idées qui sont en rapport avec ma socialisation. Je ne peux pas parler de toutes ces idées, mais ce que je retiens, pour mon parcours, ce que je retiens, c'est d'abord que ma langue maternelle, au sens propre du mot, est la tachilhit. Ma mère n'a commencé à parler, mais de façon très timide, la darija, qu'à l'âge de 16-17 ans. Qu'à l'âge de 22-23 ans, donc 4 ans ou 5 ans après son immigration à Rabat et à Casablanca. Donc je baignais dans un monde où la langue quotidienne était le berbère. Et ça, c'est très important dans mon parcours. Il est du Sousse, les deux. Mon père et ma mère, ils sont de la région de Sousse. Et bon, je consacrais un livre, comme vous le savez, j'ai consacré un livre à leur biographie intitulé Anthropologie des plus proches, un retour sur le temps de mes parents. Donc ils sont de cette région-là. Et donc pendant pratiquement toute mon enfance, 4 jusqu'à l'âge de 6-7 ans, je mélangeais le darija et le berbère. Je ne parlais ni darija ni berbère, comme le quartier, l'école, etc. Mais ce que je retiens, ce n'est pas uniquement cette entrée dans un monde, on va dire berbère, de tachilhit, en termes de vocabulaire, en termes d'expression, mais aussi en termes d'imaginaire. Ma mère nous racontait des fois le même conte pendant une semaine, pendant une dizaine de jours. Donc il y avait également cette entrée, en plus de l'entrée linguistique, cette entrée dans l'imaginaire, on va dire l'imaginaire berbère, l'imaginaire de tachilhit. Et ça marque un enfant, et ça m'a marqué jusqu'à la fin. Le conte dont je parle, je l'ai utilisé dans Sacré et Sacrifice, en comparant les ogres avec les genoux. Deuxième moment de la socialisation, deuxième acteur de ma socialisation, c'est mon père. Et mon père a tenu une place très importante parce qu'il était lettré. Il était lettré, donc c'était mon soutien scolaire jusqu'à l'âge de 16-17 ans, jusqu'à 12 ans, au collège. Là, ça devient compliqué pour lui. Donc, soutien scolaire, ça veut dire qu'il m'apprenait à écrire. Il m'apprenait à calculer. J'ai beaucoup appris, comme c'était un lettré, j'ai beaucoup appris de lui, des vers. J'étais très sensible à la poésie. Donc, pour chaque situation, c'était pas récite-moi ou je vais te réciter. C'est pour telle ou telle situation, il va vous dire bon, tel vers, telle expression, tel proverbe en arabe. Donc, il a amélioré pendant au moins 6-7 ans mes études primaires. Il a amélioré ma langue. Donc c'était un soutien scolaire. Hein. Deuxièmement, il a beaucoup contribué à ma socialisation religieuse. Il n'a jamais, tant que je me souvienne, il nous a jamais contraints de prier. Donc la prière, je l'ai apprise avec lui, mais également à travers les livres. Mais là où il nous a contraints, où il était un peu contraignant, c'est la lecture régulière des sourates et des hizb chaque jour, chaque nuit, entre 20 et 30 minutes. Et là également, bien sûr, l'enfant aime jouer, donc j'aurais bien aimé être dans la rue que de réciter le Coran, mais par la suite, je me suis aperçu que bon, j'ai beaucoup appris, donc j'étais très fort en arabe pendant le collège et pendant le primaire. Le premier prix plusieurs fois, la première note plusieurs fois, et c'était grâce à mon père, et grâce également à cette ambiance qu'il a su créer autour de moi et autour de la langue arabe. Bien sûr, les choses vont changer par la suite au niveau du collège, j'en parlerai. Alors maintenant, concernant la socialisation politique, c'était également du type juste
regarde un peu les dispositions de ton père par rapport à la politique. Donc c'était un opposant de nature. Un opposant de nature, c'est-à-dire, bon, tout ce qui se passe au Maroc, tout ce qui se passait, qu'il s'agisse du régime politique, des acteurs politiques, du Moyen-Orient, c'était un opposant. Et ça, je l'ai remarqué, pas uniquement chez mon père, mais je l'ai remarqué chez la génération de mon père et les amis de mon père et les soucis en général. C'est des opposants par nature. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'argumentation. Voilà, tout ce que les présidents, le roi a fait, il était contre. Le plus important peut-être dans ma jeunesse, mon adolescence, enfin mon enfance, pardon, c'est qu'il avait une grande confiance en moi et il me chargeait des courses qui dépassaient un peu mon âge. Aller dans le marché de légumes, de poissons, de fruits, etc. et acheter les courses d'une journée ou de 2 journées, c'était important pour moi parce que j'étais à la fois responsabilisé, je faisais 1 kilomètre et puis je marchandais, etc. Mais l'anecdote ou le fait anecdotique, c'est que je faisais quelques économies. 20 centimes, 30 centimes pour aller au cinéma. Donc je me débrouillais avec ça. Donc je marchandais très fort. Il me facilitait la tâche parce qu'il avait des clients. Enfin, il était client de certains vendeurs, de légumes, de fruits, de viande, le boucher, etc. Et donc, moi, je comparais un peu les prix, et si les prix étaient élevés chez les vendeurs de mon père, donc j'allais un peu à côté. Donc il y a la responsabilité, et puis par rapport à la socialisation, le plus important, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas ce que vous dit le père ou ce qu'il dit à d'autres. Le plus important, c'est les comportements des parents, comment ils se comportent. Et les enfants sont très sensibles au comportement de leurs parents. Alors, l'histoire que j'ai déjà racontée dans un entretien sur la transmission est la suivante. Mon père, qui était receveur à la régie des transports de Casablanca, ramenait un soir une trousse, une belle trousse noire, très jolie au toucher. Et donc, moi, bien sûr, j'étais très content parce que non seulement la trousse, mais elle était bien remplie. Enfin, tout ce que tu peux imaginer était dedans. Et donc, j'ai sauté, j'ai pris mon père. Il m'a dit, non, tu arrêtes, tu attends. Il faudra la ramener 3 jours. Si le ou la propriétaire se manifeste, on va lui rendre, sinon, il t'appartient. Et ça m'a marqué. Ça m'a beaucoup marqué parce que, voilà, il ne s'agit pas de dire la valeur, voilà ce qu'il faut faire, les choses qui ne t'appartiennent pas, il ne faut pas les prendre, etc. Ce n'est pas uniquement de l'ordre du discours, quoique le discours est important, mais c'est de l'ordre du comportement. Et des anecdotes comme ça avec mon père, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, maintenant, pour les choses que j'ai apprises de mon père en tant que chercheur, apprises, c'est vraiment trop dire, mais que j'ai observé et que j'appréciais, c'est la manière dont il documentait sa vie. Tous les actes d'achat, tous les actes de mariage, les lettres. Et puis il avait des agendas, chaque année il achetait un agenda de poche, et là il notait les événements familiaux, etc. Par exemple, ma circoncision le 4 avril 1958. Et donc ça c'est noté pour mes frères, etc. Et ça également, j'ai apprécié cette manière, ou ce rapport à l'écrit, ce rapport au souvenir, ce rapport à noter, et des fois des choses que je trouve banales à l'époque. Donc il y avait ça, et puis en plus, bon, il me parlait beaucoup des 1001 nuits que je lirai plus tard, et il m'achetait Al-Arabi, le magazine Al-Arabi, qui était fameux pour notre génération. C'est celui qui lisait Al-Arabi à l'époque, c'était le top.
pour notre génération et pour notre entourage. Donc il achetait mensuellement. Et là, à partir de cette période-là, je vais essayer, pas je vais essayer, la conception de la culture que j'avais, et que l'Arabie, le magazine de l'Arabie un peu disséminé, c'était la culture générale. Je vais en parler, enfin j'en parle maintenant, c'est pas la peine d'attendre. Donc culture générale veut dire tout simplement l'idéal pour un élève, c'est de devenir un magasin d'information. On jouait au capital. Bon, je ne sais pas à quoi ça sert de connaître la capitale à l'époque de l'Australie, ou la capitale de Nigeria, ou la capitale des pays scandinaves. Mais c'était une centaine de pays qu'on récitait. Il fallait connaître les inventeurs de la pénicilline, les inventeurs de l'électricité, du téléphone, du télégramme. Il fallait les connaître par cœur. Et donc le jeu, c'était à chaque fois qui a fait, est-ce que tu connais, est-ce que tu sais, etc. Et donc je baignais dans cette conception de la culture et j'étais très, très curieux par rapport à cela. Donc mes lectures étaient orientées par rapport à ces choses-là, à ces idées, à ces informations. Donc ça, si on veut, j'étais lent pour mon père, et je m'excuse auprès de ma mère qui va prendre le relais par la suite lorsqu'il s'agira de l'ethnographie. Elle va prendre beaucoup de place, beaucoup plus que mon père, mais parce qu'un enfant, il y a l'école, il y a la culture, il y a l'écriture, il y a le calcul. Et donc ma mère, comme il était analphabète, donc ne pouvait pas faire grand-chose. Donc sa socialisation était une sorte de socialisation beaucoup plus orale. Il n'avait pas accès à l'écrit. Et donc mon père prenait beaucoup plus le pas, parce que bon, c'est un frit, et puis c'est un lettré, etc. Donc voilà un peu les souvenirs que je voudrais partager avec vous concernant ma socialisation et concernant ma socialisation primaire. Maintenant, ce que ma mère, ce que mon père, lorsqu'il parlait du bled, ce que ma mère racontait, les proverbes et ainsi de suite, c'était de l'ordre de l'oralité. Et je pense que la phase également que j'estime être importante dans ma vie tout court, hein, ce sont les vacances d'été au bled. Et ça, c'est des moments très forts pour un enfant. D'abord parce qu'un enfant, c'est les grands espaces, c'est le jeu, etc. Et c'est changer un peu, sortir du quartier, sortir de l'espace domestique. Il y avait ça. Mais le plus important, et ça je l'ai découvert plus tard, hein, pas en tant qu'enfant, c'est que pour la première fois, je vais apprécier, expérimenter la culture berbère, mais de façon concrète. C'est-à-dire qu'il y a l'habitation, il y a des noms pour chaque pièce de l'habitation, donc je les connaissais. Il y avait les oiseaux, je connaissais les noms des oiseaux. Il y avait des animaux, je connaissais les fruits, les arbres fruitiers, ainsi de suite. Donc j'arrivais à nommer beaucoup plus que Hassan Rachiq, le Casablancais, à nommer les choses berbères. Donc les mots m'aidaient à nommer ces choses-là. Et ça, c'était très, très important par la suite, lorsque je vais faire de l'ethnographie dans un espace un peu berbère dans le Haut-Atlas. Donc il y avait découvrir la culture berbère, la découvrir in situ, découvrir ce que c'était un enclos, découvrir ce qu'était un berger, découvrir un marché hebdomadaire, et ainsi de suite. Donc la liste est assez longue. Mais je retiens tout simplement l'idée qu'il ne s'agit plus d'une transmission d'une culture berbère orale dans un milieu citadin et urbain, mais d'une sorte de découverte, il n'y a pas de transmission au sens propre du mot, mais d'une découverte d'un espace avec sa culture, qu'il s'agisse de l'habitation, qu'il s'agisse d'autre chose, et son vocabulaire. Et ça, c'était très important dans ma, on va dire, dans
ma familiarisation avec ce monde, avec ce monde berbère. Est-ce que dans le village, il y avait aussi le rapport aux grands-parents, la place des grands-parents, ce qui est autorité ou autre hiérarchie, concerné sur le plan autoritaire, sur le plan culturel, sur le plan de la référence? Oui, oui, merci pour la question. Je n'avais qu'un grand-père, mais j'avais beaucoup de tantes. Beaucoup de tantes. Et donc, bien sûr, on découvre un type de relation sociale. Bien sûr, notre grand-père, c'est un grand-père. Bon, il nous grondait quand il le faut, quand on malmenait un peu ces animaux, il nous grondait, etc. Mais il était très gentil. Et c'était l'image, si vous voulez, du grand-père affectueux, qui t'embrasse, etc., etc. Mais c'était mes tantes maternelles que j'appréciais beaucoup, que j'aime encore bien jusqu'à aujourd'hui, elles sont encore vivantes. Et donc, c'était passer de telle maison à telle autre, et tu es bien invité, donc tu manges bien, tu es bien entouré, etc., etc. Mais ils n'ont pas de rapport d'autorité, à part, bien sûr, mon grand-père quand on faisait des bêtises, et c'était normal. Ils n'ont pas de rapport d'autorité. Alors, pour continuer un peu le processus de socialisation, et en restant uniquement dans l'espace familial, il y a un événement que j'ai jamais, avant 2 ou 3 ans, que j'ai jamais soupçonné être crucial dans notre vie domestique. Bien sûr, je l'ai vécu, mais je ne l'ai jamais réfléchi en tant que tel, en tant que rupture, en tant qu'interruption dans la vie domestique. Il s'agit de la télévision. Alors, la télévision, bon, je appartiens à une génération qui a connu très tardivement la télévision, donc je n'ai pas élève ou enfant, je ne connaissais pas la télévision, je connaissais la radio, mais pas la télévision. Mais je l'ai découvert d'abord en 1962, il y avait la campagne électorale pour la Constitution de 62, il y avait un poste de télévision dans le quartier. Et c'était Naamla, votez oui, votez non, votez oui, votez non. C'est la première fois que je vais voir le petit écran. Par la suite, c'était... Quel quartier? Sidi Marouf, Darb Sultan. Et donc, par la suite, c'était des voisins, les voisins relativement plus aisés à l'époque, qui ont acheté les postes de télé, et chez qui on s'invitait de temps à autre. Je parle d'interruption parce que le monde de la télévision, que ce soit les films égyptiens ou les films occidentaux, américains, français, etc., importé dans un espace domestique relativement conservateur, relativement traditionnel, un mode de vie complètement différent. Et donc on était confronté dans un même espace, qui est l'espace de la famille, l'espace du père, de la mère, l'espace de l'autorité, à des images, danse du ventre par exemple. Et la danse du ventre, pas dans n'importe quel film, Dohor l'Islam. Tout le monde était là pour voir Dohor l'Islam, la jeunesse de l'islam. Et bien sûr, mon père, mon oncle étaient là également, donc, parce que Dohor l'Islam, c'est Dohor l'Islam. Donc, ils regardaient rarement la télévision avec nous, et pendant une demi-heure, il n'y avait que les buveries et la danse du ventre. Buverie, c'est un film soi-disant religieux. Bon, je comprends bien sûr la logique du film égyptien et je ne lui reproche rien. Mais ça a créé une césure, et donc la télévision c'était nous, sauf lors des informations, et puis mon père, lorsqu'il y a une scène, et toutes les familles, on raconte un peu ça, donc il trouve un prétexte pour sortir et quitter. Et ça, c'était très important parce que, je ne sais pas si c'est pour la première fois ou non, mais parce qu'il y avait les revues, il y avait plusieurs magazines, et donc on savait ce qui se passait en gros en France, l'habillement, etc. Mais pour la première fois, dans un espace familial, il y a une éruption
d'un petit écran, d'accord, mais d'un petit écran qui reflétait le grand monde. Et donc, le petit écran encastré, le grand monde encastré dans un espace domestique, conservateur, traditionnel, si l'on veut.